On est le 29 mai 1953 et deux hommes se tiennent sur le toit du monde. Mais attention, leur exploit, ce n'est pas juste une histoire de courage et d'aventure. C'est l'aboutissement d'une opération quasi militaire, une conquête calculée au millimètre près, où la science a joué un rôle tout aussi important que l'audace. Alors, qu'est-ce qui rend cette ascension si particulière ? Tout le monde connaît cette photo d'Hillary et Tenzing au sommet, elle est iconique. Mais en réalité, elle ne raconte qu'une partie de l'histoire, une histoire bien plus complexe, qui prend racine dans le monde de l'après-guerre. On va commencer par le contexte, la quête du troisième pôle. Et vous allez voir, on est bien loin d'une simple histoire d'alpinisme. Pour le Royaume-Uni, c'était tout simplement la dernière chance de marquer l'histoire. Imaginez un peu, on a conquis le pôle Nord, le pôle Sud. Quel est le dernier grand trophée terrestre à décrocher ? Le sommet de l'Everest. Pour un empire britannique en perte de vitesse, ce troisième pôle, c'était devenu une véritable obsession nationale, un moyen de retrouver un peu de prestige. Il y avait une urgence folle. 1953, c'était la toute dernière fenêtre de tir pour les Britanniques. Juste après, c'était le tour de leurs grands rivaux, la France et la Suisse. Sachant que les Suisses avaient failli réussir l'année d'avant, en 1952, l'échec n'était juste pas une option. Et pour couronner le tout, si on peut dire, il y avait le timing. Le succès de l'expédition était vu comme un enjeu national. Le cadeau digne de la jeune reine Élisabeth II, dont le couronnement était imminent. La pression était absolument colossale. Bon, avec une pression pareille, on ne pouvait plus y aller en mode aventure romantique. Non, il fallait une approche complètement différente qui laissait de côté le romantisme pour adopter une véritable stratégie de siège. Et c'est ce plan qui allait tout changer. Et là, on voit bien la rupture. Fini les petites équipes d'aventuriers un peu bohèmes. L'expédition de 1953, elle, est pensée comme une opération de l'armée. Une logistique de dingue, une hiérarchie claire et un seul objectif, la conquête. Point barre. Ça, c'est la vision du chef d'expédition, le colonel John Hunt. Et quand on dit grande échelle, on ne plaisante pas. Regardez ce chiffre, plus de 400 personnes mobilisées. C'est énorme, c'est une véritable armée en marche, qui a dû transporter plus de 4 tonnes et demie de matériel jusqu'au camp de base. Mais l'arme secrète de cette armée, ce n'est pas un alpiniste, c'est un scientifique, Griffith Pugh. Ce type est un physiologiste, et ses protocoles vont tout simplement révolutionner les règles de la survie en haute altitude. La science devenait aussi importante que les muscles. Ces règles peuvent sembler évidentes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Il a imposé à tout le monde de boire 3 à 4 litres de liquide par jour pour ne pas se déshydrater, d'utiliser un peu d'oxygène la nuit en dormant pour mieux récupérer et de suivre un programme d'acclimatation super rigoureux. Ces détails ont littéralement changé la donne. Alors voilà, on a la stratégie et la science. L'équipe est prête. L'assaut final peut commencer. Et il va se dérouler comme prévu. Une véritable échelle vers le ciel, construite marche par marche. Cette chronologie, elle montre bien la patience de la stratégie. On ne fonce pas tête baissée. D'abord, 17 jours de marche, juste pour arriver au pied de la montagne. Et ensuite, pendant des semaines, on installe méthodiquement 9 camps, de plus en plus haut, pour créer une chaîne logistique qui mène jusqu'aux portes du sommet. Et là, on touche à un coup de génie stratégique de la part de Hunt. Il a prévu 2 équipes pour l'assaut final, mais avec 2 technologies d'oxygène différentes. La première équipe a le système expérimental, à circuit fermé, plus performant, mais avec un gros risque de gel. La deuxième, elle, a le système classique à circuit ouvert, moins efficace, mais super fiable. C'était une façon de parier sur 2 tableaux pour ne pas tout perdre sur une panne technique. La première équipe, Evans et Bourdillon, se lancent. Ils font un travail incroyable et atteignent le sommet sud. Mais là, à seulement 100 mètres du but, c'est la panne. Leur système d'oxygène expérimental les lâche. Épuisés, ils sont forcés de faire demi-tour. C'est un échec, oui, mais un échec héroïque qui prouve une chose, la voie est possible. La voie est ouverte. Le destin de toute l'expédition repose maintenant sur les épaules de la deuxième équipe, celle avec le matériel fiable, Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Le 29 mai 1953, après une nuit glaciale passée à 8500 mètres, ils font face à l'obstacle final. Un mur de roche de 12 mètres, presque vertical. Ça semble infranchissable. C'est Hillary qui trouve la solution en se glissant dans une fissure improbable entre la roche et la glace. Ce passage deviendra une légende, le Réseau Hillary. À 11h30, c'est fait. Ils sont au sommet. Il n'y reste que 15 minutes. Hillary prend la fameuse photo de Tenzing, piolée en l'air, avec les drapeaux. Tenzing, qui est bouddhiste, enterre quelques chocolats en offrande pour les dieux de la montagne. Et Hillary laisse une petite croix. Bien sûr, la question a tout de suite fusé. Qui a posé le pied en premier ? Pendant des années, ils ont respecté un pacte, en disant qu'ils y étaient arrivés quasiment ensemble, comme un symbole d'unité.
Ce n'est que bien plus tard que Tenzing a révélé dans son autobiographie qu'Hilary l'avait bien précédé, d'un tout petit pas. Et alors, retour au camp, l'annonce du succès est restée dans les annales. En croisant son ami George Low, Hillary ne fait pas de grand discours. Il lui lance juste « Well George, we knocked the bastard off ». Ce qu'on pourrait traduire par « Eh bien George, on se l'est fait, le salaud ». Mais l'histoire ne s'arrête pas au sommet. La façon dont la nouvelle a été transmise au reste du monde et l'héritage de cet exploit, c'est une aventure en soi. Pour être sûr d'avoir l'exclusivité et de ne pas se faire doubler par d'autres journalistes, le correspondant du Times a envoyé ce message codé. À première vue, ça ressemble à une annonce d'échec. Mauvaise condition de neige, camp de base abandonné. Mais en réalité, c'était un code. Condition de neige mauvaise voulait dire Everest gravi. Camp de base avancé abandonné voulait dire Hillary, et ainsi de suite. Grâce à cette ruse, la nouvelle est arrivée en Londres le matin même du couronnement de la reine Elisabeth II. Le timing était absolument parfait. Au retour, c'est un accueil de héros. Hunt et Hillary sont anoblis par la reine et deviennent sœurs. Tenzing, qui n'est pas citoyen du Commonwealth, reçoit la George Medal. C'est une distinction extrêmement prestigieuse, mais certains, à l'époque, l'ont vue comme une récompense inférieure, un petit relent de l'ère coloniale. Alors au final, est-ce que cette conquête de l'Everest a marqué la fin d'une époque, la fin des grandes explorations, ou est-ce qu'au contraire, elle a ouvert la porte à l'alpinisme moderne, où la science et la stratégie sont devenues les clés pour repousser les limites de l'impossible? C'est peut-être ça le véritable héritage de 1953.